Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez dérangeante, il faut bien le dire. Notre système économique mondial, est-ce que, dans son fonctionnement, il ne ressemblerait pas à un gigantesque système pyramidal? C'est une idée qui peut paraître folle, mais restez avec nous, on va creuser ça ensemble. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette espèce d'intuition que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond, que la logique derrière l'économie, sa stabilité, tout ça semble reposer sur des bases un peu fragiles. Eh bien, c'est exactement de ce sentiment-là qu'on va partir. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La prémisse de base, c'est celle-ci. Que ce soit pour nos retraites, nos crédits, nos investissements, tout le système est bâti sur une obligation de croissance, perpétuelle. Et attention, ce n'est pas une opinion, c'est une observation pure et simple de la manière dont nos institutions fonctionnent. Alors voilà le programme pour décortiquer cette mécanique. On va d'abord regarder de plus près cette obsession de la croissance. Ensuite, pour bien comprendre, on va faire un détour par le schéma de Ponzi classique. Après, on verra les parallèles, parfois troublants, avec notre économie. Puis on explorera ce qui empêche le système de s'effondrer. Et enfin, on se posera la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Allez, on commence par la base de la base, cet impératif de croissance. C'est vraiment crucial de comprendre que ce qu'on va analyser ici, ça n'a rien à voir avec une théorie du complot. C'est une observation froide, mécanique, de la finance qui régit nos vies. Pour vraiment piger la logique de notre système global, c'est super utile de le comparer à un modèle beaucoup plus simple, et malheureusement célèbre, le schéma de Ponzi. Une fois qu'on aura compris ce modèle de base, on aura une sorte de grille de lecture pour analyser des choses bien plus complexes. La définition est simple, et c'est ça qui est terrible. En fait, on ne crée aucune valeur. Zéro. L'argent des nouveaux qui entrent sert juste à payer les promesses faites aux plus anciens. C'est un simple jeu de vases communicants qui donne l'illusion qu'on gagne de l'argent. Le déroulement est toujours, mais alors toujours le même. Étape 1, tout part d'une promesse incroyable, trop belle pour être vraie. Étape 2, les premiers paiements arrivent, financés par l'argent frais des nouveaux entrants. Ça crée la confiance, l'illusion que ça marche. Étape 3, c'est l'emballement. Le bouche à oreille fait son effet et tout le monde veut sa part du gâteau. Et enfin, inévitablement, l'étape 4. Le château de cartes s'écroule parce qu'il n'y a plus assez de nouveaux pigeons pour payer les anciens. Et voilà le problème de fond. C'est mathématique. C'est imparable. Ce genre de système a besoin d'une croissance exponentielle de participants pour survivre. Mais le monde, lui, est fini. À un moment ou à un autre, on arrive au bout des gens à recruter et tout s'arrête. Bon, maintenant qu'on a ce modèle en tête, on va faire quelque chose d'un peu audacieux. On va l'appliquer à notre propre économie. Si on met de côté l'idée d'une fraude intentionnelle, on va voir que les structures se ressemblent de manière assez frappante. Premier exemple, la dette publique. Pour financer leurs dépenses, les États empruntent massivement. Et comment remboursent-ils? Eh bien, en grande partie en comptant sur les impôts des générations futures. C'est comme si les nouveaux investisseurs nécessaires pour faire tenir le système, c'étaient nos propres enfants. Deuxième exemple, nos systèmes de retraite par répartition. Ils reposent sur un pacte simple. Les travailleurs d'aujourd'hui paient les pensions des retraités d'aujourd'hui. Ça fonctionne très bien en tant qu'il y a plus de cotisants que de retraités, mais avec le vieillissement de la population, quand la base de la pyramide se rétrécit, on voit tout de suite le problème. Et puis, il y a les marchés, comme l'immobilier ou la bourse. La hausse des prix est souvent alimentée par une seule croyance, celle qu'il y aura toujours quelqu'un après nous pour acheter encore plus cher. La valeur repose moins sur le bien lui-même que sur l'arrivée continue de nouveaux entrants, capables de s'endetter toujours plus. Mais alors, comment est-ce possible de financer toute cette croissance? D'où vient tout cet argent? La réponse tient en un mécanisme clé, le vrai moteur du réacteur, le système de réserve fractionnaire. C'est comme ça qu'on crée la monnaie aujourd'hui. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple tout bête. Imaginons que quelqu'un dépose 1 000 € à la banque. On pourrait croire que la banque garde précieusement ces 1 000 € dans un coffre. Mais pas du tout. Elle est obligée d'en garder une petite partie, disons 10%, soit 100 €, et elle a le droit de prêter les 900 € restants. Et c'est là que tout se joue. Ces 900 € prêtés ne sortent pas des 1 000 € du dépôt. Non, ils sont créés. C'est de la nouvelle monnaie qui vient d'apparaître à partir d'une simple ligne de crédit. La quasi-totalité de l'argent qui circule n'est pas imprimée. Elle est créée par les banques à chaque fois qu'elles accordent un prêt. C'est un système basé sur la dette. Il faut se souvenir qu'avant, ce n'était pas comme ça. La monnaie était adossée à quelque chose de tangible, de physique, l'or. Mais depuis 1971, ce lien a été coupé. Aujourd'hui, la valeur de notre argent ne repose que sur une seule chose, immatérielle, la confiance collective qu'on lui accorde. Alors, la question qui tue. Si les parallèles avec un Ponzi sont si forts, pourquoi est-ce que tout ne s'est pas déjà effondré?
La réponse est simple, le système a des super-pouvoirs qu'un simple escroc n'aura jamais. Et ces super-pouvoirs, ils sont au nombre de 3. Primo, les banques centrales, qui peuvent littéralement créer de la monnaie à partir de rien, à volonté pour éteindre les incendies. Secondo, l'impôt, la fiscalité, c'est le pouvoir légal de forcer tout le monde à contribuer au système. Et tertio, tout en arsenal de lois et d'institutions pour maintenir l'ordre et la confiance. L'exemple le plus flagrant, c'est la crise de 2008. Alors que tout était sur le point de s'effondrer, les banques centrales ont sorti l'artillerie lourde. Elles ont inondé le système de milliers de milliards de nouvelles monnaies pour sauver les banques. En clair, les pertes privées ont été épongées par la collectivité. Et le résultat de décennies de ce fonctionnement, c'est ce chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. 300 000 milliards de dollars. C'est la dette mondiale totale aujourd'hui. Pour se faire une idée, c'est plus de 3 fois toute la richesse produite sur la planète en une année entière. Bon, face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif ici n'est vraiment pas de céder à la panique ou au cynisme. C'est plutôt d'essayer d'avoir une vision claire, lucide du monde dans lequel on vit. Et ça nous amène à une conclusion assez puissante. Si la valeur de la monnaie et de la plupart des actifs financiers repose en fin de compte sur une confiance collective qui peut s'évaporer, alors la vraie sécurité, la vraie valeur, elle se trouve peut-être ailleurs, dans des choses plus tangibles, des choses qui ont une utilité réelle, indépendante des promesses du système. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. On a vu que notre système a besoin de croissance pour survivre, un peu comme un Ponzi a besoin de nouveaux entrants. On a vu qu'il est maintenu en vie par des mécanismes très puissants, comme la création monétaire. Mais au final, tout repose sur la confiance. Alors la question n'est pas tant de savoir si ou quand ça va s'effondrer, mais plutôt de se demander, à son échelle, face à cet immense édifice de promesses, comment peut-on construire quelque chose de solide, de réel, de durable? La réflexion est lancée. Merci de nous avoir suivis.